Merci de nous recevoir chez vous cet après-midi pour vous informer. La relance des objectifs du millénaire, c'est le thème qui a été retenu à l'occasion de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui vont se tenir à New York. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont déjà sur place, notamment le président de la RDC, Joseph Kabila, arrivé dimanche dans la soirée avec une forte délégation. Nous allons joindre à présent notre envoyé spécial, Jean-Marie Kassamba, qui va nous faire revivre l'arrivée du chef de l'État congolais. Jean-Marie, vous êtes en ligne avec nous. Voulez-vous nous décrire l'accueil du chef de l'État, Joseph Kabila, à son arrivée? Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, est arrivé à New York, comme il le fait chaque année, pour participer aux Assemblées générales des Nations unies. Il est accueilli à l'aéroport Jeff Kennedy par une délégation non seulement de notre ambassadeur aux Nations unies, mais également celui qui est à Washington, Madame Taïda, par une forte délégation composée des ministres déjà précédés ici, à peu près 6 ministres qui sont venus, et puis de la colonie congolaise des États-Unis, de New York principalement. L'escorte s'est ébranlée dans New York pour s'installer au 455 Madison Avenue, dans ce grand hôtel du Palace, New York, où il a érigé ses quartiers pour travailler durant ce séjour new-yorkais. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est qu'aussitôt arrivé, Joseph Kabila a été l'objet de beaucoup de sollicitations de la part de partenaires américains, mais également d'autres chefs d'État de la sous-région. Il a commencé par des entretiens et surtout, il a participé à l'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba en compagnie de responsables du mécanisme de suivi, François Mamba, qui est arrivé également ici avec toute son équipe. Il ressort de cette première évaluation que les thèses de la République démocratique du Congo sont prises en compte par la communauté internationale, notamment les Nations unies, qui consiste à dire que ce qui a été demandé à la RDC, notamment en termes de réformes au niveau institutionnel, sont plus qu'en avance par rapport à d'autres pays. Et les 3 cas qui ont été abordés, notamment le cas de M23, de FDLR, mais également des réformes qui restent à faire, ces 3 cas sont jugés positifs par la communauté internationale. En marge de cette 69e session, que prévoit l'agenda du chef de l'État? Oui, absolument. Il est prévu. Je vous donnerai dans la journée l'agenda du chef de l'État qui est très chargé, parce que c'est pour ça qu'il est arrivé un peu avant son intervention aux Nations Unies pour participer à l'évaluation de l'accord cadre. Mais il va faire une grande intervention aux Nations Unies dans le cadre de l'Assemblée générale pour donner le point de vue de la RDC sur la situation sur place là-bas. Ce qui peut être dit aussi, c'est par rapport à l'accord d'Addis Abeba. Il a été jugé que la RDC, qui avait amorcé aussi le dialogue avec l'ensemble de la classe politique, y compris ceux de l'opposition, dans le cadre des concertations nationales, cet aspect a été mis plus en compte. Et on n'a pas suivi ici à New York une préoccupation de la communauté internationale, notamment de l'ONU, d'organiser via soit la MONUSCO ou d'autres structures, un dialogue comme cela est demandé par beaucoup de membres de la classe politique, notamment de l'opposition à Kinshasa. Il a été seulement été encouragé à la RDC de continuer à discuter avec l'ensemble de la classe politique et des forces vives de la nation. Et d'ailleurs, on le verra volontiers dans le gouvernement qui va arriver, mais aussi dans tout ce qui est entrepris à Kinshasa là-bas pour permettre un dialogue permanent. Il y a beaucoup de ministres qui sont ici à New York, notamment Geneviève Binakossi, le Maker Mwango, Raymond Chibanda lui-même, des Affaires étrangères, et puis le ministre de la Santé, Kabange Numbi, pour des questions liées à l'environnement, à la défense des droits de l'homme, mais également à ces grandes rencontres qui est prévues pour que la RDC témoigne
dans les cadres d'éducation nationale avec beaucoup de projets qui sont initiés pour développer l'enseignement en République démocratique du Congo, qui est considéré comme un modèle aujourd'hui en Afrique, pour ne pas dire en tout le monde. Alors, dernière question pour vous. Quand est-ce que le chef de l'État devra intervenir et quelles seront, d'après vous, les grandes articulations de son discours? Les derniers réglages sont en train d'être mis en place. Je vous donnerai le contenu et l'ordre des passages du chef de l'État dans la journée. Ce qu'il faut signaler, c'est que le président de la République reçoit beaucoup, aussi bien les officiels américains, mais aussi les chefs d'État de la sous-région, des grandes personnalités du monde des affaires, les gens du département d'État. Voilà, il est vraiment la personne, comme ça a été le cas à Washington, mais ici à New York, comme il y a une forte participation à ces assemblées générales de chefs d'État étrangers, donc il est beaucoup sollicité, Joseph Kabila. Mais quant à son intervention, les derniers réglages sont en train d'être mis en place et je vous donnerai les contenus dans la journée pour vous permettre d'informer nos téléspectateurs. Depuis New York City, Manassas, Jean-Marie Kassamba, Télé 5 ans. Autre chose à présent, l'Assemblée plénière du CESAC supérieur de l'audiovisuel et de la communication décide de saisir le procureur de la République pour faire appliquer sa mesure de suspension du président de cet organe de régulation des médias à qui on reproche d'avoir délivré seul un avis de conformité à la société de télédistribution Star Times sans passer par la plénière. La décision a été prise hier à l'issue d'une réunion organisée ici même à Kinshasa. Il s'agit d'un vaste malentendu qui vient du fait que dès le début de notre travail dans cette institution, il y a un petit groupe de hauts conseillers qui ont pris comme un malin plaisir chaque fois de vouloir créer des petites crises au sein de l'institution. Dès le début, quand nous avons commencé, oui, ils ont encore fait exactement le même coup. J'étais en voyage à Lubumbashi, en mission. Ils se sont réunis, soi-disant, encore une fois, en session extraordinaire. Ils ont décidé de ma révocation. Il y a quelques jours, Jean-Bosco Bahala, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, parlait de cette affaire sur le plateau de Télé 50. Nous sommes allés en médiation à la présidente de la République, où on leur a expliqué que seul le président de la République peut relever les chefs d'institution de leurs fonctions. Lundi 22 septembre, une autre décision est prise par l'Assemblée plénière de cet organe d'appui à la démocratie. Nous allons prendre contact avec les autorités compétentes pour faire exécuter la décision de l'Assemblée plénière. Pour la rapporteuse du CESAC, l'Assemblée plénière a le pouvoir de prendre contact avec le procureur de la République pour faire appliquer toutes les décisions qui sont prises par l'Assemblée plénière se référant à l'article 21 de la loi organique. Une démarche que n'admet pas Jean-Bosco Bahala, qui déjà dans le passé avait pardonné à ses pairs en sa qualité de prêtre. Nous sommes investis par ordonnance présidentielle. Nous ne sommes pas un collège. Nous sommes une institution de l'État comme la CENI. Voilà, nous sommes une institution constitutionnelle. Oui. Donc l'Assemblée plénière n'agit pas en dehors du président. C'est le 12 août 2011 que le chef de l'État, Joseph Kabila, avait investi par ordonnance présidentielle les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Depuis sa mise en place, cette institution est dirigée par Jean-Bosco Bahala, aujourd'hui désavoué par ses collaborateurs. Dans l'actualité également, le Parlement européen a dévoilé hier lundi la liste des candidats au prix Sakharov 2014 pour la liberté de l'esprit, choisis par les groupes politiques et des groupes de députés. Parmi les 7 candidats figure le docteur Denis Mukwege, connu comme le chirurgien qui répare les femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Ensemble, nous disons non à la violence sexuelle. Il est connu pour son soutien indéfectible aux femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo depuis maintenant plus de 3 décennies. Le docteur chirurgien Denis Mukwege est cité parmi les 7 candidats, a été désigné par les groupes SD et EDEL ainsi que par Barbara Lochbiller. Cette destruction méchante de l'appareil génital de la femme, c'est tout simplement une signature que ces agresseurs veulent montrer qu'ils ne veulent pas la vie. Le docteur congolais, dont le nom a été plusieurs fois avancé pour le prix Nobel de la paix, est aussi connu pour avoir fondé l'hôpital et la fondation Pandi pour soigner les femmes violées dans la partie est de la République démocratique du Congo.
Parmi les 7 personnalités sélectionnées figure aussi l'Égyptien Alaa Abdel Fattah, le célèbre blogueur et activiste égyptien qui a été libéré sous caution lundi dernier, mais aussi l'ex-députée néerlandaise d'origine somalienne Aya Hirsi Ali, menacée de mort en raison de ses critiques de l'islam. Elle a été désignée par le groupe hérophobe mené par les Britanniques Nigel Farage. Si le lauréat sera choisi le 16 octobre par les chefs des groupes politiques du Parlement européen et les présidents du Parlement, le prix Sakharov sera officiellement remis le 26 novembre à Strasbourg. Depuis 1988, ces prix récompensent chaque année un défenseur des droits de l'homme et de la démocratie. L'an dernier, c'est la jeune militante pakistanaise pour les droits à l'éducation, Malala, qui avait obtenu le prix. Dans le monde, l'armée américaine et des pays partenaires ont lancé dans la nuit de lundi à mardi des raids aériens contre les positions de l'organisation État islamique en Syrie. Plusieurs pays arabes sont engagés aux côtés des États-Unis dans ces opérations qui visent tout le territoire syrien, même si la ville de Raqqa, bastion d'I, est particulièrement visée. C'est pour la première fois depuis le 8 août, date à laquelle a débuté la campagne aérienne américaine en Irak contre l'organisation de l'État islamique, que des frappes ont visé des positions djihadistes en Syrie. 5 nations partenaires moyen-orientales, Jordanie, Bahreïn, Qatar, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, ont participé ou appuyé ces frappes selon le Pentagone. La Jordanie a confirmé sa participation. Selon un responsable du Pentagone, les raids visaient principalement le fief de l'organisation de l'État islamique, ainsi que des cibles sur la frontière très poreuse entre la Syrie et l'Irak. Les États-Unis ont également ajouté que leurs forces avaient mené 8 raids contre des militants du Front Al-Nosra, groupe lié à Al-Qaïda à l'ouest d'Alep. L'Amérique est le seul pays occidental entré en action sur les djihadistes. Barack Obama avait préalablement informé les responsables politiques démocrates et républicains du Congrès. Par contre, la France, elle, n'est pas associée à ces bombardements, même si lundi, Laurent Fabius a déclaré que des bases légales existaient pour justifier une telle intervention. Le président des États-Unis, qui est informé de la progression de ses premières frappes en Syrie, sera à New York dans la journée. Le programme officiel prévoit un discours sur le climat, mais des consultations sur la situation en Syrie et en Irak vont certainement intervenir. Et puis en sport, la RDC devra attendre après 2023 pour prétendre organiser une Coupe d'Afrique des Nations de football, puisque réunis à Addis Abeba en Éthiopie, les membres de la Confédération africaine de football se sont prononcés quant au pays devant abriter les éditions 2019, 2021 et 2023 des Coupes d'Afrique des Nations, ce qui veut dire que la RDC est loin d'être prête à accueillir une Coupe d'Afrique des Nations seniors dans plus ou moins 10 ans et devra plutôt se contenter de la CAN des moins de 23 ans en décembre 2015. À la suite de ce vote et le suivant, le Cameroun. Cette annonce de Issa Hayatou, président de la Confédération africaine de football, vient couper court à tout espoir de la RDC d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et pourtant très attendue par tout un peuple. La RDC est out, mais cette organisation reste en Afrique centrale. C'est le Cameroun qui va l'accueillir. Le pays de Issa Hayatou a obtenu 12 voix sur les 14 votants. La mission technique qui est venue au Cameroun s'est aperçue qu'il y avait déjà un commencement de quelque chose sur le terrain. Nous avons parlé du stade de Limbe, nous avons parlé du stade de Bafoussam, nous avons parlé des infrastructures que cette mission a visitées et qui montrent que le Cameroun a quand même un certain nombre d'atouts. Pendant ces temps, la RDC décommandait pratiquement les visites des inspecteurs de la Confédération africaine de football sur son sol, prétextant ralentir sa candidature à l'organisation de cette compétition, mettant en avant-plan la CAN de moins de 23 ans, prévue en 2015. On n'avait jamais organisé une compétition de ce niveau-là en République démocratique du Congo. 2 fois on a obtenu, 2 fois ça a raté. Et nous n'allons pas rater la 3e fois. L'organisation de cette CAN, malheureusement, ne pourra pas garantir à la RDC d'abriter la CAN senior avant 2023, si ce n'est peut-être après, puisque 2021, la Côte d'Ivoire a été désignée. C'est la Côte d'Ivoire. La Guinée-Conakry abritera en 2023, ce qui laisse le temps à la RDC de se préparer en conséquence, si et seulement si
Organiser une Coupe d'Afrique des Nations de football reste un défi pour les autorités politico-sportives de la RDC.